Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter nos équipes surprises de ce début de saison. Je vais également recevoir Vincent Reculot et Adrien Pompuy pour leur livre NBA Signature. Sans tarder, c'est Charles que j'accueille dans le podcast. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on a un gros programme pour ce numéro. Ça fait combien de temps que c'est reparti la NBA là ? 2 semaines maintenant, à peu près, un peu moins ? Un peu moins de 2 semaines, oui. Ouais, c'est top. Et on va parler de l'actualité avant de donner la parole à Vincent et à Adrien. Je voudrais te parler d'un truc parce que cette semaine, j'ai vu forcément Austin Reeves planter ses 50 points contre Minnesota. Il est le 3e meilleur scoreur et passeur de la NBA. Il a été magistral dans cette victoire des Lakers. Je pense que tu as dû sauter sur ce buzzer beater à la fin du match. C'était assez inattendu. On rappelle que côté Wolves, il n'y a pas Anthony Edwards. Hein, c'est un détail important. Mais côté Lakers, il n'y avait ni Luka Doncic ni LeBron James, qui lui reste à l'infirmerie avec sa sciatique. J'ai pensé à ça, Charlie, et j'ai pensé à toi surtout, parce que j'ai encore envie de continuer cette conversation sur LeBron James et les Lakers. On avait parlé, toi et moi, dans les numéros d'avant-saison, avant la reprise, d'Austin Reeves, de sa position au sein des Lakers. Et moi, je persiste et je signe sur le fait qu'aujourd'hui, Austin Reeves est un joueur que les Lakers doivent garder à la fin de la saison. Je pense que c'est un joueur comme Dallas, à l'époque, a eu la mauvaise idée de laisser partir Jalen Brunson, ensuite à devoir retrouver un porteur de balle et un créateur à côté de Luka Doncic pour éviter qu'il prenne trop de responsabilités à la main. Ils sont allés chercher Kyrie Irving, ça a marché formidablement bien puisqu'ils sont allés en finale NBA. Je pense qu'Austin Reeves est ce joueur et je continue de croire que les Lakers, tout LeBron James qu'il est, à ce stade de sa carrière, ça sera la bonne chose de le laisser partir à la fin de la saison. Et je voulais avoir ton opinion là-dessus. Sur le dossier LeBron James, tu prêches un convaincu. Et je pense effectivement aussi que ce serait bien que ce soit sa dernière saison. Sur la compatibilité entre Reeves et Doncic, en fait, je pense que déjà, ce serait bien que les deux aient la possibilité d'enchaîner les matchs ensemble, ce qui, depuis le début de la saison, n'a pas vraiment été le cas. Donc ça, on en aura une idée plus précise au fil du temps, quand Doncic sera revenu. Maintenant, effectivement, Austin Reeves fait un début de saison absolument remarquable. Je suis un peu agacé par la comparaison avec Jeremy Lin que les médias américains font, qui n'a absolument aucun sens pour moi. Mais tu m'étonnes. Mais ouais. Elle m'est passée sous le nez celle-là. Tiens, j'ai pas vu ça. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens oublient qu'Austin Reeves, il sort quand même d'une saison où il est quasiment en 25-5. Oui, puis ça fait quand même 2 ans maintenant qu'il est là. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec. Respect à Jeremy Lin, hein. Ce qu'il a fait, c'était très fun et c'était incroyable et totalement inattendu. Bien sûr, c'était incroyable. Comparable. Non, c'est ça. C'est que Jeremy Lin venait vraiment de nulle part. Au moment où il explose à New York, c'était quasiment un joueur de G-League. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais écoute, voilà, Austin Reeves, la question de sa prolongation, ça va être un des gros débats de cette saison c'est clair. Et de l'intersaison prochaine. C'est une évidence. Voilà, moi je te dis, j'ai besoin de le voir avec Luka Doncic enchaîner les matchs et voir comment leur compatibilité opère et quel impact ça a sur le jeu des Lakers avant de me prononcer. Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, il est en train de faire... C'est un modèle de contracteur qu'il est en train de nous pondre pour l'instant. Et effectivement, il faut voir comment défensivement cette équipe des Lakers fonctionne avec Doncic et Reeves sur le terrain. Tout à fait. Voir si tu prends la flotte ou pas. Ça n'enlève pas pour moi l'idée que Doncic, tu dois absolument mettre un créateur et un porteur de balle à ses côtés. C'est obligatoire. Tout à fait. Ah oui. Que ce soit Brunson ou Kyrie Irving, c'était pas non plus des modèles défensifs. C'est le reste de l'effectif dans ces cas-là que tu dois construire autour de ça, autour de cette contrainte défensive. Et Dallas a montré que ils étaient tout à fait capables de le faire. Je sais plus qui c'était le GM à l'époque qui a réussi cette construction. Ah oui, Nico Harrison, c'est vrai. Voilà. C'était cette petite boutade, Charlie. Je pensais que non, t'inquiète, j'ai eu un petit sourire en coin. Ouais, je pensais que t'allais plus rigoler, mais non. Non, mais j'ai du mal à rire parce que là, Nico Harrison, je me demande un peu quelle tronche il fait là avec son équipe construite pour le titre là. Ah putain, la blessure d'Anthony Davis là, mon Dieu. Oui, même sans ça, l'équipe, elle était pas armée pour le titre, hein, on va pas se mentir. Dallas ? Ouais. Ah ouais, non, mais ça me... On est passé de avant que le début de saison, la saison commence,
certains imaginaient Dallas, attention, gros danger, Dallas, ça va compter dans la conférence Ouest. Moi-même, j'étais très intrigué. Cooper Flag, on l'a déjà dit, j'ai l'impression qu'on le voyait beaucoup trop beau tout de suite, surtout vu les responsabilités qu'on lui mettait sur les épaules. Ah ouais. Et là, tout d'un coup, voilà, les chants Fire Nico sont repartis de plus belle dans le stade. C'est la dépression absolue à Dallas. C'est la remise en question totale de ce transfert. Enfin bref, ce transfert n'aura de toute façon jamais aucun sens, donc c'est assez simple. On va passer à la suite. Nikola Topic, Sam Presti a donné une conférence de presse impromptue pour annoncer que le meneur de jeu serbe, qui devait faire ses débuts sous le maillot du Thunder cette saison, en régulière, a été diagnostiqué avec un cancer des testicules, qu'il vient de commencer son traitement de chimiothérapie, qui était la condition pour avant que l'annonce se fasse. Il s'est voulu rassurant en précisant que les médecins étaient très confiants sur ses chances de guérison et qu'il reprendra sa carrière NBA une fois qu'il sera en rémission et rétabli. Il était blessé pendant sa saison rookie. Là, il va devoir attendre avant de lancer sa carrière. On lui souhaite une longue et bonne santé et une longue et grande carrière à ce Nikola Topic. Tout à fait. Il est le 3e joueur de la NBA au cours de ces 2 dernières décennies à être diagnostiqué d'un cancer au cours de sa carrière de joueur. En 2007, c'était Néné qui avait été atteint d'un cancer des testicules. Et en 2021, Caris Levert avait été diagnostiqué d'un cancer du rein. Ces 2 joueurs-là avaient finalement fait leur retour. Caris Levert, aujourd'hui, joue. Donc voilà. Donc je lui souhaite un prompt rétablissement et j'espère que ça va aller. Je voulais juste faire ce clin d'œil parce que c'est toujours des annonces qui sont choquantes. Donc, ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair, surtout sur un jeune joueur comme ça qu'on attendait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis très content que Sam Presti ait été aussi rassurant dans ses déclarations. Et évidemment, on lui souhaite le meilleur rétablissement possible et de retrouver les parquets le plus vite possible. Voilà, la santé avant tout. C'est clair. Puis, en espérant qu'ensuite il puisse relancer tout ça dans les meilleures conditions et laisser ça derrière lui. Charles, je te propose d'écouter nos amis Vincent et Adrien pour parler de leur livre NBA Signature, disponible en librairie depuis le 30 octobre. C'est une petite mine d'informations sur l'histoire de la NBA. Vous allez écouter ça lors de cet entretien, justement, qui a été enregistré il y a quelques jours. Je tiens à le préciser parce que Clément Alberstadt, la dernière fois, j'avais oublié de donner l'info, mais on l'avait enregistré avant que, notamment, on sache que beIN Sport avait renouvelé son contrat avec la NBA, ce qui n'avait pas été mentionné dans le podcast. Donc voilà, c'était pas une erreur, c'était juste qu'à ce moment-là, dans le contexte, on ne l'avait pas cette information-là. C'était pour ça qu'elle n'a pas été citée. Donc voilà, entretien réalisé il y a quelques jours. Je vous dis ça aussi parce qu'on a traité de quelques sujets qui peuvent sembler un peu dépassés ou pas d'ailleurs. Vous allez voir ça. Et puis toi et moi, on se retrouve juste après pour parler de nos équipes surprises de ce début de saison. À tout de suite. Voilà, donc première partie du podcast comme promis avec 2 personnes que j'ai déjà invitées puisqu'ils étaient déjà venus me présenter les deux précédentes éditions de NBA All-Star Names. La première avait été publiée en 2022. C'était sur les surnoms les plus populaires de la ligue et l'histoire qui se cache derrière. Et je reçois donc Vincent et Adrien. Bonjour les gars. Salut Josh. Salut Josh, salut les auditeurs. Donc, vous êtes de retour tous les deux avec NBA Signature, un livre absolument incroyable dans lequel vous compilez les moments les plus marquants de l'histoire de la NBA à travers des rencontres iconiques, des actions inoubliables, les stars qui nous ont fait ou qui nous font toujours rêver, mais aussi les mascottes dont l'existence est bien plus mouvementée qu'on pourrait le croire. Vincent, ma première question, elle est pour toi, et après Adrien, tu pourras y répondre aussi. Comment ce nouveau projet, qui est colossal quand on a l'ouvrage entre les mains, a-t-il vu le jour? Quel a été l'élément déclencheur pour repartir dans une telle aventure? L'élément déclencheur, ça a été le bon démarrage des ventes de NBA All-Star Names fin 2022. En fait, on a été hyper heureux que le public suive, nous envoie des bonnes vibrations, des bons retours. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut poursuivre l'aventure. Et moi, j'avais la petite idée de poursuivre sur les matchs à surnom, les actions à surnom, donc dans la même veine.
et de là, compiler tout ce qui avait une signature. Donc les moves signatures, les mascottes qui signent la vie et l'histoire d'une équipe, les techniques particulières au lancer franc. Donc le premier livre, c'était un concept un peu unique. Là, on a regroupé tout ce qui signe l'histoire des franchises à travers les grands joueurs et des grands moments de la NBA. Donc un petit peu comme NBA All-Star Names, on replonge dans l'histoire de la NBA par des éléments particuliers. Ouais, c'est assez impressionnant, très sincèrement, c'est un condensé d'histoire. Et on va en parler un peu plus tout à l'heure, un peu plus en détail, parce que j'aurai des questions là-dessus qui sont pour toi. Mais c'est vraiment extrêmement impressionnant d'avoir une telle compilation ouais, de tout ce qui... Quand on est fan NBA, avoir ce livre entre les mains, c'est une piqûre de rappel de plein de moments qui font ce qui... Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir le parfait résumé de ce qui font que de moi un fan de la NBA, très sincèrement, et de replonger dans des choses. Enfin, je me dis pour les nouvelles générations, pour les nouveaux fans qui débarquent et qui découvrent cette ligue et qui se passionnent pour cette ligue et qui forcément font parfois le cheminement vers le passé et qui s'intéressent à tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'entends parler de ce truc-là, ce moment particulier. Et c'est vrai qu'avec ce livre, c'est assez impressionnant la facilité avec laquelle on fait ce voyage à travers l'histoire de la NBA. Adrien, toi, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Par rapport à la genèse de ce projet? Ouais, bah alors c'est vrai que c'était le premier était un travail harassant et on était très content que ça sorte enfin. Enfin, on avait vraiment, on débutait, on connaissait pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est vrai que ce qui nous a remotivé, c'était vraiment la réception du public et de se dire que bah, on avait encore des choses à dire, des choses à montrer et à illustrer. Donc non, c'est ça, c'est Vincent l'a bien résumé. C'est vraiment la rencontre de NBA All-Star Names avec son public qui nous a permis nous de nous retrouver un peu de gasoil pour y aller quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça fait plaisir que effectivement cette première idée se soit concrétisée comme vous le vouliez et qu'aujourd'hui ça vous permette de continuer. Enfin, franchement, je suis tellement ravi pour vous. C'est vraiment top. Adrien, je voulais parler un peu de tes illustrations qui sont encore incroyables. On y ressent les mouvements des joueurs, on y ressent aussi ton amour pour l'histoire de la NBA à travers ta faculté à résumer en un dessin un moment inoubliable avec parfois une touche de malice, c'est un truc que j'apprécie énormément dans ton travail. Il y a des détails qui, pour les connaisseurs, sont loin d'être anodins. Je voulais savoir comment tu choisis la base de ton travail pour chaque dessin et comment ta recherche documentaire, parce que, enfin, à moins que tu me dises, à moins que tu me surprennes vraiment en me disant que t'en fais pas, mais je vois pas comment c'est possible. Et comment cette recherche documentaire vient aider ta créativité? Comment tu conçois, comment tu conceptualises tout ça? Bah, alors déjà, enfin moi je bosse beaucoup avec la pression et quand on fait ce genre de projet, on a des deadlines et forcément en fait j'ai la pression de devoir rendre un certain nombre d'illustrations par jour. Et donc déjà ça c'est enfin voilà, c'est mon premier moteur moi. Ensuite, il y a forcément le texte de Vincent qui va m'inspirer sur enfin voilà, avec son champ lexical qui va m'inspirer de quelque chose. Je vais voir un peu ce qui existe comme image d'archive parce que évidemment j'ai besoin d'être très précis dans les maillots, dans les visages, et on a besoin de les reconnaître parce que sinon ça le fait pas. Ouais. Et puis là, le travail que j'ai fait pour celui-là, enfin par rapport à NBA All-Star Names où tu tournais les pages et puis on avait un peu mélangé les époques et on surprenait un peu les gens par ce mélange. Là, moi, ce que je voulais, c'est qu'à euh, chaque illustration soit différente et qu'il n'y en ait pas une qui se ressemble. Et du coup, j'ai fait enfin, le but était de faire des références qui étaient autres. Certaines illustrations ressembleront à des affiches de cinéma, d'autres c'est des références aux jeux vidéo, d'autres types de pop culture. Et c'était ça, moi, le but, c'était d'avoir, voilà, de surprendre à chaque fois. Et en fonction de ce que m'inspirait la posture
du joueur, la posture de la mascotte. Et voilà, mettre des petites aussi, des petits easter eggs, ça c'était vraiment un travail qui était sympa, et de voir si Ouais. Vincent les retrouvait lui, ou si ça passait complètement inaperçu. Mais voilà. Mais souvent Vincent il a l'œil, il comprend tout de suite. C'est vrai, Vincent, tu t'as compris à chaque fois ou pas? Allez, 8 fois sur 10. 8 fois. Ouais, c'est au niveau Bon cinéma. pourcentage de réussite. C'est au niveau cinéma, on n'a pas la même culture. Ah, Alors je lui disais, ben va voir Con Air, va voir ça. Ouais. Donc voilà, il rattrape. extraordinaire. Vincent, justement, on voit que tes textes ont été énormément travaillés. Franchement, le travail est impressionnant. Pareil, dans les détails, tu parviens à condenser une information qui, quand on connaît un peu l'histoire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais tu arrives à tout intégrer sur une page ou 2 pages. C'est très agréable à lire, c'est hyper accessible. J'adore cette faculté que tu as à rendre accessible quelque chose euh, qui pourrait être, enfin, que je trouve, moi, personnellement, j'aurais du mal à l'expliquer aussi bien que tu ne le fais dans ton livre. Je pense que j'aurais besoin de beaucoup plus de place que ça. Et voilà, et je voudrais savoir, pour toi, le changement le plus important dans ton travail de rédaction par rapport à All Star Names. Qu'est-ce qui a changé? Parce que là, il y a un travail titanesque en termes de rédaction. Il y a beaucoup plus de textes et il y a une documentation pareille par rapport à des références historiques qui sont impressionnantes, vraiment. Oui, l'exercice là a été différent parce que pour le premier livre, j'avais 2 formats de texte, un court ou un moyen, on va dire, par rapport aux joueurs. Donc, j'avais pris beaucoup de plaisir, mais c'était un petit peu répétitif. Hmm. Là, j'ai pu m'embarquer sur un petit peu plus de longueur, donc un petit peu plus exprimer aussi un style. Donc toujours en essayant d'écrire d'une manière qu'on voit pas forcément dans des articles de journaux qui sont sur l'immédiateté, en prenant un petit peu le recul que peut donner le temps, en cherchant beaucoup quelles étaient quelles sont les références culturelles de la période de l'action ou du match. Par exemple, les actions de Michael Jordan ou les matchs célèbres de Michael Jordan, tout le monde les connaît, tout le monde a lu dessus. Et moi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui marchait au cinéma ou à la musique ou à la télévision à ce moment-là? Et je vais essayer de m'amuser entre un événement NBA et un événement culturel pour, euh, pour intéresser le lecteur, notamment on va dire les plus expérimentés, à dire ah ouais, il y a eu ça, voilà, de changer le prisme d'analyse d'un événement. J'ai pu aussi travailler là pour le coup comme un reporter quand je commente une action. Là, je me suis dit bon là, tu es un journaliste, tu es au bord du terrain, l'action se passe devant toi, mets un petit peu de lyrisme. Il y a aussi les mascottes, où moi j'ai toujours adoré les mascottes, et pour les équipes qui avaient un petit peu moins de background de qualité, j'utilisais la mascotte pour raconter l'histoire de la franchise par un autre biais. Voilà, j'en passais des meilleurs. Le texte sur Kevin Love, j'introduis des titres de films avec le mot Love dedans. Sur Magic Johnson, It's a Kind of Magic, je reprends les titres de l'album de Queen pour chapitrer mon texte. Voilà, j'ai essayé de m'amuser pour que les textes soient peut-être moins redondants ou Hmm. moins que dans le premier. Je ne vais pas dire redondant parce que dans le premier livre, chaque texte avait son importance, mais techniquement, je pouvais m'ouvrir à beaucoup plus de choses dans ce nouveau livre. Et il y a aussi des moments, enfin des moments qui ont été baptisés de telle ou telle manière, ou enfin des surnoms qui ont été donnés à telle ou telle action ou moments précis de match, qui sont directement liés finalement à des événements de pop culture de l'époque Oui, où ça s'est produit. Et ça, tu arrives bien à le recontextualiser justement dans ce livre. oui, c'est le même principe que les surnoms qui avaient un rapport à la pop culture. Hmm. Certains signatures Move, par exemple,
ont un rapport avec la pop culture. Donc, ça paraissait naturel de rester un petit peu avec notre style pour que on n'est pas, je pense Adrien et moi, on n'est pas des fans de NBA, des fans de chiffres. On est des fans de sensations, de moments, de joie, de ressenti. Hmm. Et voilà, c'est pas un almanach de tous les résultats de la NBA sur 80 ans. C'est un livre de ressenti, de passion et de vibration. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti, Josh. C'est exactement ça. Tu l'exprimes extrêmement bien. C'est exactement ça. On se reconnecte avec des émotions qu'on a pu ressentir à certains moments, sur des moments voilà, que tu as sélectionnés, que tu as choisis. Il y a eu beaucoup de choses que tu as laissées de côté ou pas dans ta sélection, Vincent. Il y a des moments, il fait dire que comment tu as arbitré entre certains événements. Est-ce qu'il y en a que tu as laissé de côté à contre-cœur ou pas? Pas vraiment le postulat de départ. Il fallait que le match ou l'action ait un surnom. Par exemple, je pense à un shoot de LeBron James là quand il était à Cleveland, quand il élimine les Celtics, je ne sais plus exactement quelle année. Ce shoot-là est extraordinaire et un marqueur dans la carrière de LeBron James, mais n'a pas de surnom. Par contre, The Block a un surnom. Voilà, c'est plutôt une action défensive que j'ai choisie parce elle avait un surnom. Certains dunks de Michael Jordan n'ont pas de surnom, alors qu'on s'en souvient tous, mais j'ai sélectionné The Flu Game ou The Shrug Game, des matchs qui avaient vraiment eu une appellation. Ouais. Après, là où j'ai pris des petites libertés, bah, c'est pour les moves signatures, où là c'est le move qui a un surnom parfois, mais pas toujours. Mais voilà, c'est la signature d'un joueur, donc ça permettait aussi de faire entrer dans le livre bah, les plus grandes stars de l'histoire. Ouais, tout ça est chapitré, enfin je le dis pour les auditeurs, tout ça est chapitré en fonction de chaque club. Donc on part du club. D'ailleurs, j'adore la petite note à chaque fois que vous avez indiqué pour raconter l'histoire du nom du club, pourquoi ça s'appelle, pourquoi les Los Angeles Lakers s'appellent les Lakers, parce qu'avant ils étaient à Minneapolis et que c'est la région des Grands Lacs et que voilà, ils ont hérité de ce truc-là, ou le Utah Jazz qui avant était à la Nouvelle-Orléans. Et donc c'est pour ça que c'était le nom de Jazz, mais que dans les passations de franchise, les noms restent et ne sont plus forcément en lien direct avec bah, leur nouvelle maison, leur nouvel endroit. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Les mascottes, il y a des histoires assez dingues pour les mascottes, Vincent. Enfin, il y a des histoires qui sont extrêmement humaines et personnelles, et je m'attendais pas à découvrir tout ça dans ce livre. Je pense que c'est la vraie découverte pour les fans hardcore. C'est fou. Ça va être les mascottes. Ah, je connaissais pas le trois quarts des histoires. Ouais. Donc là, je me suis éclaté. Je sais pas si Adrien était partant au début voilà, c'est moi qui ai un petit peu imposé le thème des mascottes, mais parce que Si, 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 si. je voyais le potentiel. Alors déjà le potentiel au niveau des dessins, parce que Ouais. Adrien, du coup, il a pu s'éclater aussi dans les dessins. On Et va le, on va lui demander, Adrien, on va lui demander ouais, si Ouais, c'est éclaté ou pas. et bah, le potentiel narratif. Et j'ai pu retrouver des gars qui avaient fait les mascottes, les vrais personnages dans la fourrure, qui avaient fait les mascottes notamment des Clippers et des Hornets dans les années 80 et 90, échanger avec ces gars-là que je voyais sous le costume il y a 30 ans Ouais, réaliser des dunks et des animations, c'est super, quoi. ouais, Donc, c'est marrant. Adrien, comment t'as réagi quand on t'a parlé de mascotte et qu'il fallait que tu illustres tout ça et que tu racontes tout ça par des dessins? je me souviens plus, mais peut-être qu'au départ, en effet, j'étais un petit peu, enfin voilà, j'avais un petit peu de recul par rapport à ça. Je me demandais peut-être qui ça allait intéresser, mais c'est vrai que c'est là où moi, en tout cas, j'ai pu prendre le plus de plaisir parce que, en effet, c'est sympa et alors, enfin, pour le coup, là, le travail d'archive et de rechercher vraiment la comment était telle mascotte, tout ça. Et parfois, il existe très très peu d'images, donc il fallait Ah, mais un peu clairement. imaginer, voilà. Et puis il y a des associations,
mascottes qui ressemblent, qui sont des filiations avec telle mascotte d'une franchise de baseball. Et donc c'était vraiment un travail. Et puis il y en a qui sont vraiment moches, hein. Les premières, parfois, elles sont un peu moches. Mais moi, j'ai une sympathie particulière pour les mascottes parce que c'est vrai que, enfin voilà, en tant que fan des Spurs, bah, Coyote, Ouais. c'est comment dire, le fil rouge des Spurs depuis des années, ou des mascottes. Enfin moi, il y en a une que j'ai vraiment pris du plaisir à dessiner, c'est Stuff d'Orlando. Ouais. Et Pas facile pourtant, hein. bah ouais, mais elle est tellement belle. C'est Enfin, beau. je trouve que ça leur donne aussi toute une personnalité parce que c'est des gens. Alors j'essaie de retransmettre ça, mais c'est des gens qui bougent à l'intérieur, qui donnent une émotion quand ils bougent et que les petits cheveux bougent, ça donne une intention à leur mascotte. Hmm. Et bon bah c'est ça. Donc non non, franchement c'était super sympa et c'était assez passionnant d'aller gratter un petit peu ça. Ouais, j'ai adoré la présence de ces mascottes dans ce bouquin et les histoires qui vont avec et qui sont parfois bouleversantes. Je laisse les auditeurs découvrir ce bouquin et découvrir ces histoires-là, justement. Mais franchement, vous allez être, et pour ceux qui vont sauter le pas et acheter le livre, vous allez être épatés par le récit de certaines de ces histoires, enfin, comment ça se passe et tout, c'est assez fou. Vous vous êtes rencontrés tous les deux en 2019 chez Basket Rétro. Ça, vous le rappelez également dans le livre, notamment à la fin du bouquin, pour à l'attention de vos lecteurs. 6 ans plus tard, comment vous regardez cette collaboration que vous avez réussi à faire naître entre vous deux et quel regard vous portez là-dessus sur ce parcours depuis Adrien? Comment tu exprimerais ça aujourd'hui? Ben, c'est vraiment une chouette rencontre parce que avec Vincent, on a énormément d'atomes crochus et c'était un peu, enfin moi quand j'ai commencé un tout petit peu à collaborer avec Vincent pour Basket Rétro, je lui avais lancé un peu comme ça une perche en disant bah, un jour quand tu feras un livre, pense à moi pour faire la couve et puis en fait, ce qui est bien avec Vincent, c'est que on lui lance une idée, il fait ah ok ok ben vas-y on fait ça. En fait Ouais. ça le fait et c'est bien parce que moi j'ai souvent des idées mais souvent je les garde un peu pour moi en me disant ouais, pas tout de suite, je suis peut-être pas les épaules et tout ça. Mais Vincent a un vrai moteur et en fait c'est ça qui fonctionne bien entre nous. Entre vous? Ouais enfin c'est ce duo, c'est comme un peu sur le terrain mais en tout cas ouais c'est clair, c'est bien trouvé. Vincent? Bah oui, c'est important d'être connecté et on l'a rapidement su quand on avait collaboré sur le site Basket Rétro. Et c'est un jeu de ping-pong permanent, euh, des fois avec ses hauts, ses bas, mais au final, à chaque fois, on fait des bébés magnifiques. Donc, je pense Ouais. que on, on- Je C'est sais. l'intimité là, Vincent Ces là, tu vas propos ne trop tiennent loin. qu'à toi, Vincent. Je suis pas on sûr qu'Adrien sait, supporte ce que tu viens de dire, mais bon. on sait, non, mais je pense que on sait s'écouter. Voilà. Tu fais des bébés avec qui tu veux, Vincent. Écoute. Mais non, non, c'est très chouette. Et surtout, je pense, on a la même vision du basket de passionné. Ouais. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, plus sur le sentiment et le ressenti que le chiffre ou la performance. Et c'est ça qui nous unit. Ah, c'est un one-two punch, Adrien et Vincent maintenant. C'est voilà, vous faites partie des meilleurs duos du basket NBA français FR. Il n'y a pas de problème quoi. Vous existez, vous êtes là et vous êtes impressionnant, très sincèrement. On est content de vous avoir en tout cas. Ouais, Comme et vous, je précise, hein, ouais, c'est un peu ce qu'il vas-y. disait Vincent, le travail de ping-pong. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est ultra important quand je suis avec un auteur. C'est que, surtout là, enfin, la NBA, moi, je connais, mais je peux pas l'exprimer avec des mots, je sais pas faire. Et Vincent sait pas l'exprimer avec des illustrations. Parfois, il a des idées et tout ça. Mais en fait, c'est sûr que, enfin, moi, ce qui me touche le plus avec le travail avec Vincent, c'est il met son ego de côté parfois pour retravailler son texte en fonction de moi ce que j'ai fait.
Et ça, c'est très très rare. Souvent, quand on est illustrateur, on nous donne un texte, vas-y, pondons Ouais. ça. Et ça, c'est pas du tout le travail qu'on fait avec Vincent. Et je pense que si c'est pour ça que bah, ça fonctionne bien et que le précédent livre a bien fonctionné. C'est que vraiment l'un menait à l'autre et ça se sentait dans les textes Oui, et dans ça les se, illustrations. ouais, tout à fait, ouais. C'est, vous êtes complémentaires et ça se sent quand on lit votre travail, quand on regarde ce que vous faites, ça se transmet clairement. Ça passe à travers les pages, ça passe à travers les illustrations et les textes. Et franchement, c'est chapeau bas, franchement. On va Bah, terminer cette intervention. Je voudrais quand même que vous me dites un mot sur la saison NBA qui arrive là, qui est en train de se lancer, de commencer. Vincent, dis-moi une équipe, un joueur, quelque chose. Donne-moi quelque chose sur la saison NBA qui arrive. Dis-moi pourquoi tu trépignes, pourquoi tu es impatient. bah, déjà, on est tout foufou après le premier match de Victor. Euh, Eh oui. Moi, je veux des Spurs qui aient le même mindset que le Thunder. Certes, ils sont jeunes, mais c'est fini l'apprentissage. Et Victor l'a dit, il en a marre d'attendre. Moi, je veux des Spurs à 50 victoires, je veux des Spurs qui écrasent tout. Ils ont Castle qui n'est plus rookie. Ils ont fait, ils ont fait quelques recrues intelligentes, dont par exemple Luke Cornett, qui est pas le plus grand joueur de la NBA, mais qui a de l'expérience d'un titre de champion. Ils ont un super rookie. Voilà, donc Fox aussi, bien sûr, qui Oui, arrive. on va voir ce que ça donne. Ouais, Fox, Donc, il a joué que 5 matchs avec Victor la saison dernière, donc là, il y a encore tout à construire avec lui, effectivement. Bamos les Spurs. Et je suis très content de voir un Victor qui, qui s'est rapproché un peu de la raquette. Hein. C'est lors de ce premier match, on va voir l'évolution. Mais non, c'est très chouette. Et puis côté est, bah, moi j'ai toujours une petite mon cœur un petit peu pour les Knicks. J'aime que les Knicks fonctionnent bien. C'est important à NBA. Il y a un groupe qui est intéressant. Donc voilà. Allez, une finale aux Spurs Knicks. Non, ça serait ma finale de femme. J'aimerais bien ça. Ouais, Mais sinon, il y a plein d'équipes sympas. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'utilisation. Enfin, ça, c'est un vœu pieux du 3 points. Mais voilà, surtout des beaux matchs, de l'intensité. Et je pense qu'on va avoir une saison assez ouverte finalement. ouais, en parlant d'Enix, petit clin d'œil à Jacques Monclar qui signe la préface de votre bouquin NBA Signature, avec un texte qui est très très beau, voilà, dans lequel il vous rend hommage. Donc voilà, la bise Jacques. Ouais. Et le plaisir aussi de voir la NBA qui est de retour sur Bein Sport avec NBA Extra, toute la clique, tout ça. C'est cool qu'on puisse retrouver toutes ces personnes qui transmettent leur passion et qu'on a du plaisir à suivre. Adrien, toi, la saison NBA qui se profile, là, où est-ce que tes yeux vont se poser? Bah, alors Vincent l'a dit, moi je suis fan des Spurs, hein, donc c'est bon. Ah bah oui, ah ouais, d'accord. J'avais Ok, oublié le goût du caviar, tu vois. Et ah bah là, ouais, tu m'étonnes. ça y est, ça revient. Ah oui, ça a ce goût-là, c'est vrai, d'accord. Ouais. Alors après, voilà, moi j'aime bien Tempête, j'aime bien les projets qui prennent un peu du temps, tout ça. J'aimerais pas qu'on bazarde un peu nos joueurs pour des nouveaux. Enfin voilà, Mmh. pour aller un peu trop vite dans le projet. Mais enfin, ça se construit hyper bien et le staff des Spurs le fait bien mieux que moi, donc je fais totalement confiance. Alors s'il faut prendre une autre équipe, moi, ben, j'aimerais bien voir Détroit confirmé, parce que c'est Ouais. mon autre équipe de cœur. Euh, je pense que ça peut être compliqué parce que je suis pas certain des recrutements qui ont été faits cet été. On a eu quand même Ils ont des... perdu beaucoup de shooting, Ouais. ouais. Le fait qu'il n'y ait plus Bisley, qu'il n'y ait plus Tim Hardaway Jr., la blessure de Jaden Ivey par-dessus le marché, tu sens qu'il n'y a pas de. Le spacing n'est pas du tout le même, en tout cas sur les premiers matchs qui ont été joués. J'espère que ça va se passer Bah, c'est différemment. ça. Il y a Duncan Robinson qui vient d'arriver, qui Hmm, est un peu censé faire ça. tout à Mais fait. bon, j'avoue, j'aimerais bien que voilà, que ça, qu'il y ait un peu de ciel bleu à Détroit. C'était cool l'année dernière et vraiment un super groupe. Voilà, je pense aussi qu'ils avaient besoin d'avoir un groupe un peu moins blessé qui puisse jouer ensemble.
Et c'était le cas l'année dernière. Donc on va croiser les doigts et tout ce qu'il faut, mais parce que voilà, moi, je trouve ça c'est un groupe qui est chouette. C'est ça aussi, c'est une équipe qui est Ouais. voilà, il y a Kate Cunningham qui est un peu la tête de liste, mais voilà, c'est un peu c'est pluriel quoi. Et ça me plaît bien chez les Pistons. Ouais, ouais, t'as raison, c'est une bonne équipe. Moi, j'étais absolument fan de leur parcours en playoff Oui, la saison passée. Je suis persuadé que cette équipe a énormément de potentiel. Il y a un recalibrage probable. Enfin, faut voir comment toutes les pièces qu'ils ont rapportées prennent et comment ça va changer la dynamique de cette équipe. Je pense que si je retiens un truc sur le lancement, c'est qu'ils vont avoir un petit moment avant de se trouver, mm, de redéfinir un petit peu quelle est leur identité sur le terrain, que tout le monde se mette en jambes. De toute façon, c'est pas un sprint, hein, la saison NBA, c'est un c'est ça. marathon, donc faut jamais l'oublier ce truc-là. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné d'être revenus, de m'avoir fait le plaisir de revenir sur le podcast. Merci Josh. C'était Merci cool. Josh. Et puis, bah, je vous souhaite de réussir ce lancement NBA Signature. C'est en kiosque depuis combien de temps cette histoire? Eh bien, c'est sorti le 30 octobre, donc c'est sorti hier, puisque l'émission est diffusée le 31 octobre. Euh, Exactement. Et donc, bah voilà, donc il est déjà accessible. voilà. Merci beaucoup, les gars, et au plaisir de reparler avec vous. Et encore bravo pour ce magnifique bouquin. Merci. Merci à À tous. bientôt. Ciao. Voilà, Charlie. Merci encore à Adrien et à Vincent de s'être rendus disponibles pour parler de ce magnifique bouquin. Charlie, je t'ai demandé de retenir 3 équipes qui te surprennent en ce début de saison. J'ai fait la même chose de mon côté et je te laisse l'honneur de commencer et j'espère vraiment que tu vas parler de l'équipe à laquelle je m'attends absolument maintenant tout de suite. Vas-y, dis-moi la première de tes équipes. Bah, la première de mes équipes, c'est une très bonne surprise. C'est probablement une des meilleures surprises de ce début de saison pour moi. C'est les Bulls. Je pense que c'est assez évident. Je sais pas si c'est à celle-là que tu Non, t'attendais. pas du tout. Ah, Absolument pas. Mais vas-y, c'est très bien les Bulls. bah écoute, voilà, les Bulls, ils sont privés de Kobe White, qui était la saison dernière, après le départ de Lavine, leur première option offensive, mais ça ne pose absolument aucun souci. Ils sont parmi les équipes qui sont encore invaincues. Ils ont tapé 3 équipes que la plupart des observateurs mettaient devant eux à l'Est, Orlando, Détroit et Atlanta. Et surtout, au-delà des résultats, il y a la manière. Alors certes, on est sur un tout petit échantillon et c'est bien trop tôt pour en tirer des enseignements durables. C'est quand même quelque chose dont il faut garder à l'esprit dans ce numéro, mais on parle quand même d'une équipe qui a le 3e meilleur defensive rating de la ligue, derrière le Thunder et les Spurs de Wemby. Ils excellent notamment dans la défense extérieure. C'est simple, aucune équipe ne fait mieux qu'eux en la matière. Hein. Face à la défense des Bulls, les équipes adverses tirent, je crois que c'est 25% à 3 points sur ce début de saison. Alors, encore une fois, évidemment, c'est un chiffre à pondérer. Ils ont joué que 4 équipes. Aucune de ces équipes, a priori, ne compte parmi les cadors du tir extérieur. Mais ça reste quand même une donnée à souligner. Leur attaque, si elle n'est pas la plus efficace, elle fonctionne bien, c'est fluide, ça tourne bien. Guidi est excellent, je trouve, dans son costume de chef d'orchestre. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'ils ont 4 ou 5 ou 6 joueurs, pardon, à plus de 10 points de moyenne. Matas Bouzeli, c'est absolument excellent. Alors, il a eu un peu de mal face à Orlando, où je crois qu'il a pris 6 fautes en 12 minutes, mais il est encore en phase d'apprentissage, et quand on voit son niveau de performance dans les autres matchs, il est vraiment très intéressant. Le remplaçant de Kobe White aussi fait du très bon boulot. Hein. Trey Jones est vraiment intéressant dans ce qu'il apporte sur le parquet. On parle aussi d'une équipe qui a un banc qui est très productif. Je crois que c'est un des bancs les plus efficaces de la ligue depuis le début de saison. Donc voilà, je voulais parler des Bulls parce que même si ça durera peut-être pas, je vais pas aller jusqu'à les imaginer dans le top 4 de l'Est en fin de saison régulière. Je trouve qu'ils font vraiment un superbe début de saison. Et bravo Billy Donovan, c'est quelque chose que je n'ai pas très souvent dit ça, mais pas seulement. Bravo Guidi, bravo Buzelis, bravo Dosunmu en sortie de banc, bravo Vucevic que j'ai pas mentionné mais qui fait un excellent début de saison aussi. Voilà, c'est une équipe sur laquelle
beaucoup de personnes, dont nous cet été, se sont posé des questions. On se demande souvent pourquoi est-ce qu'ils se lancent pas dans un vrai processus de reconstruction, quitte à tanker le temps qu'il faudra, etc. Ils essayent de continuer à se battre. Parfois, ça implique qu'ils végètent un peu dans le ventre mou de la ligue. Parfois, c'est un peu frustrant, mais en même temps, en me mettant à la place d'un fan des Bulls, je pense que cette équipe, je préfère payer ma place pour voir cette équipe-là plutôt que de voir une équipe dont le seul objectif, c'est la draft en fin de saison. Donc voilà, grand coup de chapeau et accessoirement, petite question en plus, qu'est-ce que du coup on fait du cas Kobe White? L'équipe tourne bien sans lui, les contrats expirant. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire cette saison avec son retour? Ou alors est-ce qu'au contraire, tu peux le trader l'esprit tranquille en voyant comment ça se passe sans lui? Je trouve que c'est vraiment un cas qui est intéressant, les Bulls. Absolument d'accord avec toi. Et dans les équipes inattendues, les Bulls sont aussi tout en haut de ma liste, effectivement. Pour une équipe, alors que j'ai critiqué, hein, pour être un navire sans capitaine, sans cap, sans direction, sans rien. Mais on l'a tous dit ça. Voilà, ils n'ont pas perdu un seul match, effectivement. Alors, on pourrait dire l'adversité n'était pas très élevée, mais ils ont quand même battu Orlando, les Pistons et les Hawks. Alors, Orlando, ils sont dans la panade, on va en parler tout à l'heure. Spoiler, les Pistons, c'est pas ridicule. Les Hawks, ils sont moins bons que ce qu'on espérait, mais que certains espéraient, mais voilà, faut quand même se taper. Quelque part, la victoire face aux Kings est peut-être la plus parlante pour moi, parce qu'en face, tu avais Zach LaVine et DeMar DeRozan, qui étaient là pendant les 3 semaines un peu sympas avec Lonzo Ball en 2022, là où on s'était dit, ah, les Bulls, ils sont incroyables, ça dure 3 semaines. Ouais, mais ce sont les 2 joueurs avec lesquels, selon moi, tu vas nulle part. Aujourd'hui, les Bulls, alors, sont peut-être pas plus avancés aujourd'hui quant à leur avenir, mais en tout cas, ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des jeunes talents qui pullulent dans cet effectif. Il y a une joie de jouer ensemble. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans cet effectif, je trouve. Boutzelis, Guidi, c'est extrêmement sympathique. Même Patrick Williams, Charlie est en train de reprendre des couleurs en sortie de banc. J'avais totalement abandonné l'idée que ça puisse se produire. Et pourtant, il est jeune, hein, il a que 24 ans, hein, Patrick Williams. Ah non, mais complètement. Ayo Dosunmu, Kevin Huerter, tout ça, c'est des joueurs. C'est pareil, c'est Jalen Smith. C'est des joueurs que j'adore, qui ont vraiment pour moi une très très bonne mentalité. C'est une équipe effectivement qui se repose sur le collectif, sur le fait que ça joue les uns pour les autres. Et j'adore ce genre d'équipe. Nikola Vucevic, où j'aurais pensé que les Bulls s'en seraient débarrassés depuis de belle lurette. Oui. Il est toujours là, et là il est en 18 points, 13 rebonds, 5 passes. C'est un joueur absolument 50% à 3 points. Voilà, il est capable de stater ce joueur de face depuis toujours, hein. Il est complètement épatant, ce joueur. Donc ouais, très très content de voir les Bulls effectivement réussir. Et ouais, Billy Donovan et le coaching staff, très très bon boulot depuis le début de cette saison. Comme tu l'as très bien dit, ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, elle est ultra kiffante à regarder, cette équipe. Et j'aime l'état d'esprit que je vois sur le terrain. C'est surtout ça que je retiens avec cette équipe des Bulls. Ouais, exactement pareil. Je trouve qu'elle est vraiment agréable à suivre sur ce début de saison. Et franchement, j'aurais pas misé grand-chose là-dessus. Ouais, complètement, ouais. Je vais te dire mon équipe à moi maintenant. Moi, j'ai sélectionné les Sixers de Philadelphie. Quelle différence d'une saison à l'autre, alors qu'on pensait voir les Sixers poursuivre dans leur voie du désespoir avec un Joel Embiid diminué. Là, c'est quand même inquiétant, Charlie, parce qu'il peut pas sauter. On est d'accord? Ah oui, complètement. Oui, il ne peut pas sauter. Ouais. C'est assez fou. Il est limité dans son temps de jeu. On a bien vu, il a les minute restrictions qui sont appliquées, même quand ça va en prolongation, tout ça. Paul George, qui reste convalescent après son opération au genou en juillet, il va peut-être revenir dans pas longtemps, mais voilà. Ce début de saison se lance et voilà qu'un rayon de soleil est venu percer le plafond. Tyrese Maxey est actuellement le meilleur scoreur de la NBA. VJ Edgecombe s'est invité dans la discussion du rookie de l'année, où il est en tête pour moi actuellement. Pour moi, il n'y a même pas photo. Il n'y a pas débat. Il n'y a même pas débat selon moi. Plus que les bonnes performances de ces deux joueurs, pareil que ce que je viens de dire par rapport aux Bulls, c'est l'état d'esprit qui frappe quand sur le terrain, ça joue dur. Ça joue collectif, ça lâche surtout jamais l'affaire. Sur leurs 4 victoires, 3 étaient obtenues après avoir accusé un retard de plus de 10 points ou plus dans le dernier quart-temps. Personnellement, je suis très content pour les fans des Sixers. Alors, la situation salariale reste puante, très clairement, quand tu vois les contrats de Joel Embiid et de Paul George. Et quand tu vois surtout Embiid aujourd'hui où il en est.
Ben, il y a énormément de problèmes à régler d'ici là, mais au moins il y a cette petite électricité de bonheur qui vient alimenter le début de saison des Sixers. Et je suis bien content pour eux, et je suis surtout très content pour Tyrese Maxey, parce que quand tu sais qu'il était à 2 doigts de la dépression la saison dernière, qu'il avait choisi consciemment d'attaquer cette saison avec un nouvel état d'esprit, et ben ça se voit, et c'est génial, je trouve ça génial. Ouais, bah c'est sûr que quand t'as un backcourt qui est composé du futur MVP et du futur rookie de l'année, ça aide. Hein. C'est non mais plus sérieusement, ouais, le duo Maxey Edgecombe, c'est énormément de plaisir. Maxey, il est incroyable. Je sais pas si les gens qui suivent ça de loin se rendent bien compte qu'il est actuellement le meilleur scoreur de la ligue. Alors certes, c'est que 4 matchs, mais enfin sur ces 4 matchs, il tourne à plus de 37%, à plus de 37 points, pardon, à plus de 47% à 3 points, alors qu'il en prend plus de 9. Ouais. Par match. Il tourne sur un indécent 43 minutes par match. Hein. Mais ouais, non mais attends. Il joue quasiment la totalité des rencontres. Voilà, c'est ça. Ils ont eu des prolongations. Le petit problème, c'est son temps de jeu, mais au-delà de ça, en fait, genre, il donne aussi 8 passes décisives par match. Il a que 2 turnovers par match, ce qui n'est rien, hein, si tu compares, si tu regardes les autres gros passeurs de la ligue, ils sont tous très nettement au-dessus de 2 balles perdues par match. Voilà, franchement, il fait un début de saison calibre candidat MVP. Il est absolument incroyable et ça fait vraiment plaisir à voir. Lui et Edgecombe forment vraiment un des backcourts les plus remarquables de ce début de saison. Alors, on avait un peu parlé des Sixers la semaine dernière après le premier match, mais on avait quasiment parlé que de Embiid et du fait qu'il avait pas l'air du tout bien physiquement. Écoute, moi je vais presque te dire, c'est pas un souci pour le moment en fait. Limite Embiid, il faut qu'il prenne le temps qu'il faut pour se retaper, s'il est capable de se retaper. C'est un peu surtout ça l'interrogation. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les Sixers ont des joueurs pour gagner des matchs sans lui. Et ça fait plaisir à voir. Et même en sortie de banc, un mec comme Quentin Grimes fait du très très bon boulot. Enfin, vraiment, Kelly voilà. Oubre, c'est un soldat. Ouais, non, franchement, ce début de saison des Sixers se passe très très bien. Et ouais, vraiment, ce backcourt, c'est beaucoup, 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 beaucoup de plaisir. Et Edgecombe, petit coup de cœur pour ma part. Ah, mais énorme coup de cœur. Enfin, ce qu'il est en train de faire, ce joueur est absolument fou. Oui. Maxey, juste une parenthèse sur Maxey, il a passé l'été à bosser sur l'initiation de l'attaque, la création et sur la finition au cercle avec contact. Et on voit bien aujourd'hui qu'il a cette espèce de capacité physique qu'il n'avait pas forcément auparavant. Son jeu en flotteur, c'est de maîtrise absolue. Il a marqué 150 points lors de ses 4 premiers matchs. Il côtoie les Will Chamberlain, Allen Iverson et Joel Embiid dans l'histoire du club. Alors, j'aime pas trop ces stats qui sont prises sur des micro-échantillons, mais ça situe quand même le bonhomme sur ce qu'il est en train de faire actuellement avec l'efficacité qui est la sienne. Il n'est pas en train de bouffer le ballon dans tous les sens. Il joue juste, à mon sens, et ça se voit. Et alors, VJ Edgecombe, mais 20 ans, être capable de planter plus de 20 points, plus de 5 rebonds, plus de 5 passes par match, avec les nerfs qu'il a sur le terrain. Enfin, je veux dire, il est d'un calme olympien, il ne force rien, il arrive à faire des bonnes lectures le plus souvent, la majorité du temps. Son shoot, il est d'une fluidité, mais c'est un diamant brut, ce joueur. C'est magnifique. Oui, parce que c'est ça. Moi, j'ai vu des gens réagir au stade de Maxey en disant il prend plus de 25 tirs par match, personne dans la ligue n'en prend plus et tout. Mais attendez, encore heureux qu'il prenne 25 tirs par match. Regardez son efficacité, en fait. Voilà, il serait à 37% de réussite au tir, je dis pas. Ouais, c'est ça. Je dis pas, là, il est à plus de 45%. À 3 points, il en prend quasiment 10 par match, il est à 47. Enfin, non, mais ça, c'est délirant, ça. Le gars, il est incandescent, quoi. Ouais. C'est un lance-flamme, actuellement, Maxey. D'ailleurs, on peut se dire que potentiellement, ça va pas durer. La logique voudrait que ça ne dure pas dans le temps. Bah, si ça dure, c'est une saison historique. Oui, complètement. Voilà, il est en train d'écrire l'histoire si ça dure. Je peux pas y croire, effectivement, mais ce qu'il fait, c'est pas juste un feu de paille, en fait. C'est quand même un joueur qu'on voit monter en régime et en puissance depuis un moment, dont on connaît les qualités. Et là, vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il s'est trouvé un super pote sur le backcourt. Ouais, complètement, ouais. Et surtout qu'il relance totalement son goût pour le basket, quoi. Tu retrouves le Tyrese Maxey de ses débuts. Pareil, ça joue un peu plus vite côté Sixers, il me semble.
Donc attends, je vais regarder le pace, mais tu vois que ça court, quoi. Alors que Maxi, à l'époque où t'avais, quand Embiid est sur le terrain, et à l'époque où il y avait James Harden, les Sixers avaient tendance ils ont le 20e pace. Si tu pars du plus lent au plus rapide, ils ont le 20e. Donc ils sont dans le top 10 en partant de la fin. Donc ils jouent pas très rapidement. Non, je pense que les minutes d'Embiid qui ralentissent. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que les minutes d'Embiid ont un fort impact là-dessus, parce que quand Embiid n'est pas sur le parquet, ça va beaucoup plus vite que ça. Exactement, ça court beaucoup plus et tu sens bien que c'est aussi là leur force aux Sixers, c'est cette capacité de jouer vite quand Embiid n'est pas sur le terrain. Embiid, après, est toujours capable de scorer. Hein. C'est défensivement où je me pose plus de questions le concernant, vu qu'il est incapable de contester aujourd'hui convenablement les tirs. Quand j'ai vu face aux Wizards l'autre fois, Marvin Bagley essayer d'attaquer Embiid et lui écraser un dunk sur le coin de la tête, bon, je me suis dit, waouh, on en est là, quoi. Ouais, non, et puis non, mais ce qui est inquiétant, c'est ça. Et puis c'est la répétition des matchs, c'est l'intensité physique. Ouais. Enfin, la NBA aujourd'hui, c'est une ligue où il y a absolument que des athlètes hors normes. Il faut bien en être conscient. Donc c'est sûr que ça pose question. Ça me fait mal rien que de le regarder évoluer sur le terrain, Joel Embiid. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et pourtant, j'ai jamais été un immense fan du joueur, mais vraiment le monstre qu'il a pu être dans ses meilleures saisons, ça fait mal au cœur de le voir comme ça aujourd'hui. Ouais. Je suis d'accord. En tout cas, bon délire les Sixers. Franchement, regardez-les maintenant pendant que vous êtes en train de kiffer. Puis Edgecombe, je pense que c'est un joueur. Si vous tombez pas amoureux de ce joueur-là, très rapidement, je sais pas, mais waouh, j'ai des paillettes dans ma vie là. C'est marrant parce que tu sais, sur le mailbag, on avait une question sur quel maillot prendre. Ouais. Et moi, j'avais dit un maillot d'Edgecombe aux Sixers. Et bah écoute, j'ai eu la main heureuse sur ce choix. Grave. Très très bon choix, Charlie. Et d'ailleurs, tu vas me donner ta deuxième équipe. Écoute, ma deuxième équipe, c'est encore une équipe de l'Est, c'est les Bucks. Ah, c'est celle-là que j'attendais tout à l'heure. C'est celle-là que t'attendais, hein. Ouais, je sais. Ouh là là, vas-y, parce que j'ai des trucs à dire sur cette équipe. Je sais que tu veux que je dise du bien de Doc Rivers, mais bon. C'est ce que j'allais dire. Charlie, je vais dire du bien de Doc Rivers, Charlie. Je suis désolé. Vas-y, je te laisse la primeur de l'introduction. Bah écoute, une seule défaite en 5 matchs face aux Cavs, qui n'a pas grand-chose de honteux. Un Giannis qui est monstrueux, hein. Actuellement c'est le 2e meilleur score de la ligue, le 3e meilleur rebondeur. Phénoménal. C'est de très très loin le meilleur PER de ce début de saison. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il est visiblement pleinement concentré sur ce qui se passe à Milwaukee. Il n'y a pas eu une seule seconde depuis la reprise où il a donné l'impression d'un mec en fin de cycle, quoi que ce soit du genre. Miles Turner s'est très bien adapté à cette équipe. Ryan Rollins, qui est entré dans le 5 après le premier match et la blessure de Kevin Porter Jr., nous fait un début de saison calibre Most Improved Player. Hein. AJ Green, c'est pareil, sur ce début de saison, c'est très solide. Hein. Le mec tourne à 55% à 3 points quand même. J'adore ce joueur, Charlie. Non, mais il est incroyable. Hein. Voilà, la nuit dernière, Giannis était absent, aucun souci. Rollins a fait les meilleurs matchs de sa carrière. Tout le collectif des Bucks a répondu présent. Je crois qu'on a 8 joueurs à 10 points ou plus. Ça shoot à 41% à 3 points, tranquille. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'on est dans l'opposé exact de ce qui s'est passé en début de saison dernière. Le début de saison dernière de Milwaukee avait été extrêmement compliqué. Après 10 matchs, les Bucks n'avaient que 2 victoires et ce début très laborieux avait eu un énorme impact sur leur saison pour moi. Petit à petit, ils avaient redressé la barre jusqu'à finir 5e à l'Est, mais j'ai toujours eu l'impression, moi, que ce début de saison avait créé comme des barrières, tu vois, dans leur tête. Là, j'ai vraiment hâte de voir comment la saison va se dérouler et je serais vraiment très content de voir Antetokounmpo continuer à ce rythme-là et pourquoi pas aller chercher un nouveau titre de MVP parce que je trouve que certains médias US continuent à vraiment sous-estimer ce que ce mec-là fait. Donc voilà, c'est très content de voir les Bucks comme ça. Pour le moment, Doc Rivers fait du très bon boulot, même si au fond de moi, j'ai toujours un peu le côté de est-ce que ça va durer et surtout est-ce que ça va se confirmer en playoff parce que c'est quand même un peu ça pour moi le vrai problème de Doc Rivers. Hein, ça a jamais été les régulières, c'est plutôt les playoffs. Donc voilà, je voulais qu'on parle des Bucks parce qu'ils sont beaucoup plus hauts que ce à quoi on pouvait s'attendre et ils profitent très bien du début de saison décevant de certaines équipes de l'Est. Tu as tout à fait raison de le souligner. Et effectivement, Doc Rivers, pour parler de Doc Rivers, en fait, effectivement, c'est toujours sa gestion en play-off, sa gestion stratégique
Ouais, qu'on ses remet, adaptations et tout. qu'on remet en question, ses adaptations de match en match et le fait qu'il est souvent borné à vouloir continuer, à vouloir faire confiance aux mêmes gars et tout ça. Ce que je comprends, c'est une forme de loyauté vis-à-vis de ses joueurs. Euh, et il veut croire que ses joueurs sont capables de trouver eux-mêmes les solutions sur le terrain. Bon, pourquoi pas. Par contre, en revanche, toi et moi, on a déjà parlé dans ce podcast il y a assez longtemps maintenant, mais à l'époque des Clippers où ils avaient fait ce fameux premier tour face aux Warriors, cette saison des Clippers où il n'y a pas grand monde dans cet effectif, et Doc Rivers arrive à construire ce groupe, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même configuration. Parce que très sincèrement, au début de saison, quand tu regardes l'effectif des Bucks, c'est difficile de se dire qu'il a le personnel pour faire quoi que ce soit. Là, il sort Ryan Rollins de son chapeau. Ouais. AJ Green, il lui a tout, depuis qu'il a été nommé aux Bucks, il lui a toujours donné du temps de jeu, il lui a toujours fait confiance d'une façon ou d'une autre. Le recrutement des Bucks, on a dit ouais, bof, voire complètement nul, inconséquent, passe. Eh ben non, finalement non. Cole Anthony, il apporte du métier. Miles Turner, il est en train de trouver sa position. Et quand tu vois sa performance face aux Warriors, il a été déterminant avec ses tirs de loin, sa défense au cercle et son intelligence de jeu. A.J. Green, j'adore ce qu'il est devenu, effectivement. Ryan Rollins, c'était un 44e choix de second tour de draft en 2022. Il a débuté aux Warriors, il est parti à Washington en 2023-2024, il a été transféré aux Bucks la même saison. L'an dernier, il a joué 19 rencontres, il avait moins de 15 minutes par match. Et là, Doc Rivers arrive à le propulser avec son coaching staff. Hein. Le coaching staff où il y a Rajon Rondo, et j'ai vu un journaliste qui suit un beatwriter des Bucks qui explique l'importance incroyable qu'a eu Rajon Rondo dans le fait qui est devenu le mentor de Ryan Rollins, qui s'est dit tiens, je vais le prendre sous mon aile et je vais le construire, ce joueur. Je vais le monter, je vais essayer de le développer. Et dis donc, ça n'a pas attendu très longtemps avant de porter ses fruits, parce qu'effectivement, il avait marqué 25 points face aux Knicks le match précédent, c'était déjà son record en carrière. Plus de 30 points face aux Warriors, nouveau record en carrière. Si tu vois aujourd'hui ses stats, c'est assez impressionnant. Et puis derrière, tu as tous ces joueurs-là. Tu as Gary Trent Jr., Taurean Prince, Amir Coffey qu'ils ont récupéré des Clippers, André Jackson Jr., tu sais très bien que j'ai toujours eu un faible pour ce joueur-là, Bobby Portis, Kels Kuzma ne fait pas totalement n'importe quoi. En tout cas, il n'a pas trop de temps de jeu. Non, mais ça va. Et face aux Warriors, il limite la casse. Son plus-minus, il est positif. Il n'a pas noyé l'équipe quand il est sur le terrain. Voilà ce que je retiendrai. On en est à ce niveau-là d'attente avec Kyle Kuzma. On va voir si ça tient. Son arrivée aux Bucks est, pour le coup, elle, inconséquente. Et je finirai par dire ce que tu as très bien dit déjà, Giannis Antetokounmpo, aujourd'hui, c'est 36 points, 16 rebonds, 7 passes en moyenne, 68% de réussite au tir. Je veux dire, si cette équipe, on en parlait en off, toi et moi, si cette équipe accroche le top 3, top 4 à l'Est, je suis désolé, Giannis Antetokounmpo est obligatoire top 3 dans la conversation du MVP. Et top 3, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un de Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et Nikola Jokic qui est sorti de cette conversation. Oui, c'est ça. C'est pas rien de dire ça. Donc là, Giannis Antetokounmpo, quand tu vois, encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit pour les Bulls, on en revient à ce qu'on a dit pour les Sixers. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus aussi concernant les Bucks, et bravo à Doc Rivers pour ça, bravo au coaching staff, c'est de créer un groupe, c'est de créer un collectif, c'est de créer une équipe. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est... Combien de temps ça va durer, forcément? Si à un moment, tu as de l'adversité et qu'ils enchaînent 10 défaites consécutives, bah, ça va forcément changer l'ambiance dans les vestiaires. Mais si Giannis Antetokounmpo reste hyper actif, hyper concentré, et que ça continue à jouer de cette manière-là, très franchement, là, pour l'instant, le trio Antetokounmpo, A.J. Green, Ryan Rollins, c'est mon kiff du début de saison. Et ça, je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et vraiment, vu la situation à l'Est, aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'il y a des places à prendre et que pour les Bucks, tout ce qu'ils sont en train de prendre maintenant, ça sera jamais perdu, en fait. Ça sera pas gâché et c'est important. Absolument d'accord avec toi. Je vais te donner ma deuxième équipe. Avec plaisir. Moi, c'est le Heat de Miami. Alors, avant de s'incliner face à l'Armada des Spurs la nuit dernière,
Le Heat était sur une lancée qui m'a personnellement beaucoup impressionné. Après leur première défaite face à Orlando, ils ont écrasé Memphis, ils ont battu les Knicks, ils ont écrasé les Hornets. Alors le tableau de chasse reste modeste, je le conçois, hein, je suis pas stupide, pas encore, pas totalement, mais dans la manière, moi j'ai été surtout étonné de voir cet effectif, scorer autant. C'est la 9e meilleure attaque de la ligue, super méga infime échantillon, on est d'accord, mais ils arrivent à scorer sans Tyler Hero. Et Norman Powell qui fait un début de saison de feu de Dieu, mais à l'image de ce qu'il a fait aux Clippers. Et d'ailleurs, il manque beaucoup aux Clippers alors qu'il est. Ça, je peux vous le garantir. Entre Bradley Beal et Norman Powell, pas sûr que les Clippers ils choisissent Bradley Beal tous les jours. À choisir. Ils n'ont plus de choix. Mais voilà, il fait un début de saison de zinzin. Bam Adebayo est également très en forme pour débuter cette saison. Andrew Wiggins, Rami Raquez répondent présents. Fontecchio apporte son professionnalisme, son adresse de loin et son intelligence de jeu. J'adore Fontecchio. Leur rookie, Pelle Larsson, est vaillant. Il a été appelé à la rescousse avec les différentes absences. Il a répondu présent. T'as Davion Mitchell et Nikola Jovic. Alors, Nikola Jovic, c'est pas forcément un super début de saison. On pouvait s'attendre à mieux le concernant. Ouais. Mais ça reste des valeurs sûres qu'Eric Spoelstra sait utiliser. T'as également le pivot Khalil Ware qui, malgré ses irrégularités dans ses performances, démontre un sacré potentiel défensivement. Donc, moi, quand je vois ce début de saison du Heat, je m'attendais pas à ce qu'il score de cette manière-là. Surtout sans Tyler Hero. Je suis extrêmement surpris par ça, donc c'est pour ça que je les mets dans mes équipes surprenantes. Là encore, un vrai collectif, un vrai groupe qui est en train de se créer selon moi. Ça m'étonne pas de la part du Heat, ça m'étonne pas de la part de Spoelstra. Je suis pas étonné de voir ça forcément les concernant. Mais voilà, Rami Raquez Jr., tu sais très bien que c'est un énorme kiff pour moi ce joueur. J'adore ce gars. Et je trouve que voilà, cette équipe, elle envoie du bois, quoi. Quand tu regardes le Heat, franchement, ça joue dur, ça joue bien, ça joue ensemble. Et j'adore vraiment. Bah ouais, bah moi déjà tu sais que pour moi Spoelstra c'est le patron, hein. C'est vraiment pour moi c'est le meilleur coach de la ligue. Et alors moi s'il y a bien une chose à laquelle je ne m'attendais pas avec cette équipe de Miami, c'est le rythme avec lequel cette équipe joue. Aujourd'hui c'est l'équipe qui a la pace la plus élevée de toute la ligue. Mais complètement. Et clairement Spoelstra a vraiment décidé de complètement changer la stratégie offensive de son équipe. Ça cavale, ça s'éclate en contre-attaque. Tout le monde a l'air de prendre un pied pas possible dans ce modèle offensif, aussi parce que tout le monde a voix au chapitre. Et ouais, franchement, c'est une des équipes les plus plaisantes à suivre pour moi en ce début de saison. Il y a eu les déclarations d'Adebayo là après le match face à New York où il expliquait que Spoelstra n'avait pas appelé le moindre système de tout le match. Et c'est vrai que quand on les voit, il y a très très peu, voire quasiment pas du tout de pick and roll. C'est quelque chose qui pour le moment fonctionne extrêmement bien. Alors je sais pas si ça va être tenable toute la saison et notamment au moment du retour de Tyler Hero, mais j'ai aucun doute que Spoelstra saura reprendre le contrôle quand il le faudra. En tout cas, pour le moment, ça leur réussit bien, ça a l'air de plaire aux joueurs. Et ouais, je suis trop content de voir ça. Alors, moi, je suis à la fois trop content de voir ça et en même temps, au fond de moi, il y a un petit côté où je me dis, mais par pitié, donnez une équipe calibre contender à Spoelstra quand on voit ce que ce mec-là fait avec un effectif qui, attention, n'est pas mauvais, mais quand même n'est pas voué à jouer le titre. J'aimerais bien qu'il retrouve un jour un effectif ambitieux à la hauteur de sa compétence, mais en attendant, ouais, ce qu'il fait avec cette équipe, c'est génial, et Adebayo fait un super début de saison. Moi, j'adore Adebayo, je suis très très content de voir ça, et effectivement, je suis d'accord avec toi, celui dont j'attends un peu plus, c'est Nikola Jovic, dont je suis absolument persuadé du talent et du potentiel. Il a que 22 ans encore, hein, il est jeune, mais je pense qu'il peut faire mieux. Ouais, totalement, ouais. Et toi, le dénominateur commun de toutes ces équipes dont on parle, c'est vraiment la profondeur de banc et le fait qu'il y ait des rotations qui sont quand même plutôt bien équilibrées. Alors, les Sixers, j'ai parlé de Tyrese Maxey qui tourne à une moyenne de minutes indécente, mais grosso modo, après, ça s'équilibre plutôt bien dans le reste de l'effectif. Le Heat, c'est pareil, les Bucks, c'est pareil, les Bulls, c'est pareil. Il y a une vraie profondeur de banc qui est bien utilisée par le coaching staff, je trouve. Et juste petit clin d'œil pour cette équipe du Heat, parce que tu sais, le Heat,
elle est un peu connue, réputée pour aller trouver des joueurs qui sortent d'absolument nulle part. Ouais, c'est clair. Et qui tout d'un coup, tu t'entends parler d'eux, tu les vois sur un terrain et tu te dis mais qui est cette personne? D'où vient-elle? Que fait-elle? Quoi? Et j'ai envie de te parler de Drew Smith. Ouais, j'en étais sûr. Voilà. Parce que il a 17 minutes de jeu, le gars. Il est pas dégueu. Je trouve qu'il joue son rôle sur le terrain. C'est totalement un role player. Mais c'est sa 3e saison NBA. Et voilà un joueur qui fait partie de cette bande, de ce groupe. Et je voulais le citer parce que face aux Spurs, il a bien joué. Enfin, les derniers matchs qu'il a joué là, il était vraiment bon. Il se bat. Et je kiffe ce genre de profil, voilà. Donc je voulais juste le citer parce qu'il n'y a pas le hit, c'est vraiment leur spécialité de te sortir des gars Mais évidemment. de nulle part. Quoi. C'est tout le génie de Spoelstra, c'est incroyable. C'est ce mec-là, tu lui donnes 3 bouts de bois et il t'en fait une équipe qui va au play-in, quoi. C'est fou. C'est tout à fait ça, ouais. Charlie, ta 3e et dernière équipe. Alors cette fois-ci, ça va être une déception. Ah oui, on va terminer sur des déceptions. Alors toi et moi, on est sur 2 surprises déceptions. Vas-y. Ah bah écoute, ouais, moi je voulais parler des Wolves. Ah oui. Ouais, en fait, au-delà de l'absence d'Anthony Edwards, je trouve que pour le moment, on retrouve pas l'équipe qu'on a vue en play-off la saison dernière. Alors on avait un peu déjà ce sentiment-là pendant la saison régulière de l'année dernière. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on est face à une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Alors évidemment, le premier problème qui saute aux yeux cette saison, et c'est notamment, enfin c'est un peu décevant parce que c'est quand même leur identité depuis un moment, le problème il est défensif. Chris Finch en a parlé il y a quelques jours, il est inquiet de voir le niveau de son équipe en la matière et c'est normal. Il a notamment 24e défense de la ligue actuellement. C'est hallucinant en fait, ouais, quand tu connais cette équipe, c'est fou. Non, mais t'as bien raison de le préciser. Il a notamment Gobert et McDaniels dans le viseur. Il a très clairement dit qu'il attendait plus d'eux et c'est compréhensible. Ils sont censés être les fers de lance de cette défense. Eux-mêmes ont reconnu qu'ils étaient assez loin de leur standard défensif habituel. Moi, Gobert, j'avoue que je le trouve un peu inquiétant depuis le début de la saison. Je sais pas s'il a pris un vrai coup de vieux ou s'il va monter en puissance, mais j'espère pour les Wolves que c'est la 2e option parce que là, il est en train de se fait déborder beaucoup trop facilement. Il est beaucoup moins dominateur au rebond. Alors, évidemment, c'est celui qui se fait le plus taper dessus par les médias parce que c'est celui qui se voit le plus et que beaucoup de médias US l'ont un peu dans le nez, mais on voit quand même moi je trouve qu'il a du mal à tenir le rythme, souvent très rapide des matchs sur ce début de saison et c'est un peu inquiétant. Alors après, c'est pas du tout le seul, hein. Il y a un vrai problème défensif global chez les Wolves sur ces premiers matchs. Et ouais, moi c'est l'équipe à l'ouest sur ce début de saison qui m'inquiète le plus, je pense, en tout cas qui me déçoit le plus. Ils ont une attaque moyenne, une défense qui est très loin de leur standard. Anthony Edwards qui essaye de trash talk Laravia pour qu'il leur mette 27 points dans la tronche. Évidemment, c'est qu'un détail, mais je trouve que c'est symbolique d'un début de saison qui est vraiment très compliqué. Et j'attends de voir ce que va faire Chris Finch. Je pense qu'il faut pas qu'il tarde à trouver des solutions. Alors, je te dis pas forcément qu'il est déjà menacé, parce que je pense qu'il a quand même fait des choses assez remarquables ces dernières années, mais je suis pas sûr pour autant qu'il ait un crédit illimité. Et voilà, je sais que toi, t'avais parlé avant la reprise de la saison de tes doutes au sujet de ces Wolves, et notamment de la compatibilité entre Gobert et Edwards. Bah, le début de saison va dans ton sens. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai des vrais doutes sur cette équipe, quand bien même ils ont fait 2 finales de conférence. Et je ne dis pas qu'ils ne seront pas capables en cours de saison de rectifier le tir et de retrouver une bonne santé et de se qualifier pour les playoffs, tout ça. Mais pour moi, ils ont atteint leur plein fond. Voilà. Et j'en démordrai pas. Et on avait aussi parlé, il me semble, je suis pas sûr, tiens, mais je l'ai pensé très fort en regardant les premiers matchs de Minnesota, c'est la problématique au poste de meneur. Ils ont Mike Conley, donc qui est là, qui start ou qui start pas. Il a débuté 2 matchs sur 5. Tout à fait. Tarob Dillingham, où ils avaient fait un transfert avec les Spurs pour pouvoir monter à la draft, pour pouvoir le sélectionner, qui est quasiment injouable alors qu'il est. En tout cas, c'est pas un joueur qui est parti pour être titulaire demain. Non. Ça, c'est assuré certain. Et défensivement, c'est un énorme problème. On a vu Chris Finch mettre un 5 sans meneur de jeu attitré. Ça, pour moi, tu vas clairement droit dans le mur. On avait parlé de ça, toi et moi. C'est ça, on l'avait mentionné la semaine dernière. C'est ça, le fait de donner la balle à Anthony Edwards ou à DiVincenzo. Ouais, pourquoi pas, mais je pense que tu n'aides ni Edwards ni personne en faisant ça. Ou du moins que de te priver d'un meneur classique
Pour moi, c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon pari. Et pas avec cet effectif-là. Donc, je sais pas. Je comprends ta déception. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Avec Minnesota, je suis vraiment wait and see. Quand j'ai vu qu'Anthony Edwards allait manquer il a manqué les 2 derniers matchs, je m'attendais pas à grand chose concernant cette équipe. T'as raison, Rudy Gobert aujourd'hui c'est un peu inquiétant. Je partage ton inquiétude. Je partage le fait que c'est quand même un role player. C'est un role player de luxe, Rudy Gobert. C'est un joueur, c'est une encre défensive. Et tu t'attends à ce que ce joueur-là, quand bien même ton équipe galère offensivement, admettons, que quoi qu'il arrive, ce mec-là te met au moins top 15 défensif. Ouais, et puis même au sur rebond, tu l'échiquier vois. de la NBA, quoi. Là, c'est pas le cas du tout. Et Rudy Gobert, s'il n'est pas capable d'être cette encre défensive, de porter cette défense, alors c'est peut-être beaucoup lui en demander, mais il est là pour ça, Rudy Gobert. C'est un joueur all-time défensif. Ouais. Qu'on le déteste ou pas, que vous le vouliez ou non, c'est vrai. Mais je pense c'est la première fois où j'ai envie de dire, voilà, à 33 ans, il est peut-être sur le déclin, et Rudy Gobert sur le déclin défensif, c'est pas du tout une bonne chose. Non, c'est inquiétant. Et en fait, moi, c'est ça, si tu veux, ce qui me déçoit dans ce début de saison, c'est vraiment l'aspect défensif, parce que ces Wolves-là, je vais pas te mentir, je me suis jamais attendu à ce que ce soit une attaque élite, tu vois, je sais très bien que c'est une équipe qui repose énormément sur la capacité d'Anthony Edwards à faire des différences offensives, mais défensivement, je m'attendais à mieux, et je pense que globalement, cette équipe, elle souffre aussi de la perte de Nickeil Alexander-Walker, qui apportait Ah, beaucoup. mais totalement, je suis tellement d'accord avec toi. En fait, cette perte-là, elle est beaucoup plus importante qu'on ne l'aurait cru. Ah ouais, tout à fait. Parce qu'ils ont perdu le mec qui potentiellement, qui épaulait Mike Conley parfaitement bien et qui participait à cette identité défensive à Minnesota. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, hein, et qui était capable de prendre le relais sur plein d'aspects du jeu. Enfin, c'était, ouais, non, c'était un mec qui était vraiment devenu extrêmement important sur les dernières saisons. En sortie de banc, c'était lui, tu vois, qui apportait l'étincelle. Bah, il est plus là. Non. Non, et c'est un vrai problème pour moi. Ouais, je suis bien C'est un d'accord. vrai problème concernant les Wolves. Et quand je vois d'ailleurs McLaughlin qui est aux Spurs maintenant, qui a fait un excellent match face à Miami, qui était un ancien meneur de Minnesota. Voilà, je dis pas je sais pas s'ils ont besoin d'un meneur titulaire à proprement parler, Minnesota, mais ils ont besoin d'un vrai mec capable de tenir la balle et qui prend pas la flotte défensivement. Et Mike Conley a été ce joueur pendant longtemps. Ils ont encore besoin de Mike Conley. Je suis pas sûr que ça soit bon signe. Non, mais Mike Conley, D'avoir. il a 38 ans, là, il faut... Oui, voilà. Je veux dire, tu peux pas lui demander enfin, de lui demander l'impossible, quoi. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de lui demander. Je sais pas ce qu'ils peuvent récupérer pour Rudy Gobert. Pour moi, c'est indispensable de transférer Rudy Gobert maintenant, de cette saison-là. Si je dois faire un hot take dans ce podcast, ça serait de dire ça. Je pense que Minnesota gagnerait largement à se débarrasser de Rudy Gobert pendant qu'il a encore du crédit aux yeux des autres équipes. Alors, tu vas pas récupérer ce que tu as dépensé pour lui. Ah non. Ça, c'est sûr et certain. Vu comment ça a été discuté par toute la NBA et comment, de toute façon, les assets aujourd'hui ont été recalibrés, sont réévalués. C'est plus du tout ça qu'ils récupéreront pour lui. Mais je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule côté des Wolves. C'est extrêmement dur, hein. Même si t'as pas envie. Parce que je pense qu'une équipe qui vient de faire 2 finales de conf n'a pas envie de faire ce pas en arrière pour reprendre de l'élan. Tu as envie de continuer. Tu te dis, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Et des fois, pour moi, c'est une erreur. On a vu beaucoup d'équipes dans l'histoire tenter de forcer son chemin. Et quand ça veut pas, quoi. Et quand tu as Anthony Edwards dans tes rangs, Jaden McDaniels, qui est un très très bon complément, tu as moyen de construire un truc encore. De construire un truc vraiment très très fort à Minnesota. Ouais, Il mais faut s'en donner les moyens. trader un mec comme Rudy Gobert qui a encore 3 ans de contrat avec une dernière saison à 38 millions dans la NBA actuelle, je pense que c'est extrêmement compliqué. Avec le salary cap qui augmente, avec l'argent des médias, tout ça, c'est pas fou. Son contrat devient de moins en moins aberrant et de plus en plus digeste dans un salary cap d'une autre équipe qui a envie
qui a envie qui ne joue pas forcément le titre, quoi. S'il retrouve un petit peu de sa superbe, oui. Si c'est le Rudy Gobert qu'on voit là depuis 5 matchs, difficile quand même. Ah, là, il n'aide pas sa valeur. Ah non. Clairement. Mais tu transfères pas un joueur comme Rudy Gobert. Enfin, ça dépend la contrepartie que tu récupères, en fait. Est-ce que tu vas chercher un jeune talent? Aujourd'hui, je me demande quelle équipe va sacrifier un jeune talent pour récupérer Rudy Gobert. Personne. Bah non, Très personne. sincèrement, personne. Ça sera plutôt à toi de mettre des pics de draft pour faire accepter le contrat. Voilà. À moins d'identifier quelque chose que personne n'a vu, quoi. Mais Ouais. ça reste à prouver. Je comprends en tout cas ta déception. Je terminerai moi avec mon équipe et je pense que tu sais très bien qui je vais nommer Ok, parce oui. qu'on en a beaucoup parlé en début de saison. Tout le monde en parlait et c'est le Magic d'Orlando. On a été nombreux à penser que l'arrivée de Desmond Bane allait régler du moins en partie les problèmes de shooting de cette équipe et là on assiste à une stagnation plutôt inquiétante au pays de Mickey. Bane est à moins de 27% de réussite à 3 points pour l'instant. Petit échantillon, début de saison, adaptation. On va pas tirer les conclusions, bien évidemment, mais ça reste inquiétant. L'équipe végète toujours parmi les pires équipes en termes d'adresse de toute la ligue. Et même quand ça rentre, parce que quand tu regardes le match face aux Pistons mercredi dernier, ils ont planté 38% de leur tir longue distance et ça n'a pas suffi. Ils se sont pris 19 points dans les dents. C'était vite vu, quoi. Ils n'ont pas du tout existé dans cette rencontre. Donc c'est ça qui est inquiétant. Et puis au rang des priorités absolues, c'est ce que tu viens de dire par rapport à Minnesota, et c'est exactement ce qu'on peut dire par rapport au Magic, c'est la défense. La défense qui accuse le coup. Avant, ils n'étaient pas très bons offensivement parlant, mais ils avaient une défense absolument, c'était un coupe-gorge. Aujourd'hui, pas du tout. Et ça, c'est pas possible en fait. Donc là, on se dit que la saison est encore longue, que les joueurs de Jamal Mosley ont le temps de s'adapter aux nouvelles dynamiques de l'effectif et ainsi de suite. Va falloir rester vigilant parce que ça peut vite aussi se casser la gueule. Ils sont dans une conférence Est où tu peux commencer doucement, tu peux commencer un peu mal et tu pourras t'en sortir en cours de saison. Mais vu les investissements qu'ils ont consentis pour cet effectif, c'est loin d'être à la hauteur des ambitions. Et en fait, Charlie, je sais pas trop. Pour moi, ça relance le débat de la complémentarité entre Banchero, Wagner et des joueurs autour, quoi. On reprend le débat de est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que c'est capable de fonctionner? Est-ce que Wagner et Banchero peuvent coexister? Ah bah moi je vais même te dire sur ce début de saison, c'est même pas une question de compatibilité. Moi je me pose des questions sur Banchero, il est extrêmement frustrant, il a un manque énorme d'efficacité, c'est pas nouveau, c'est quelque chose dont on avait déjà conscience, mais là sa sélection de shoot est pas bonne, son début de saison en termes d'adresse extérieure est absolument catastrophique, et en fait moi le problème que j'ai c'est que tu vois, c'est choix de tir, t'as raison. C'est bah ouais, sa sélection de shoot, moi j'avais quand même un peu espoir que ça s'améliore, tu vois. Je me disais bon bah c'est pas grave, il est jeune, tu vois, il vient d'arriver, bon, il faut lui laisser du temps. Attends, là c'est quoi là? C'est sa 4e saison quand même. Il y a pas de progrès à ce niveau-là, c'est frustrant. Moi je vais même te dire attention Jamal Mosley parce que je pense que vu les investissements qui ont été consentis à Orlando et vu l'ambition de cette équipe. Moi, je suis pas choqué si Mosley, c'est le premier coach qui saute cette saison. Je suis pas choqué du tout. D'autant qu'il y a quand même du monde dispo. À part Chauncey Billups. Oui, non, mais ça, c'est un cas particulier. Je rigole, pardon. C'est mon humour taquin, qu'est-ce que tu veux? Mais ouais, il y a des coachs qui sont intéressants, qui sont dispo en plus. Donc c'est clair qu'il faut faire attention. Moi, Orlando, c'est ma plus grosse déception de ce début de saison. Alors, évidemment, c'est encore très tôt. On va pas déjà tirer la sonnette d'alarme, mais c'est quand même pas très rassurant. Défensivement, c'est un domaine où Orlando était vraiment performant ces dernières années. Là, ils prennent 120 points contre Miami, 130 contre Philadelphie, 135 contre Détroit. En plus, c'est trois équipes. Non, mais tu sais qu'en plus, c'est 3 équipes qui sont leurs concurrents pour les playoffs à l'Est. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'elle est là, cette équipe. C'est pour ça qu'elle est là, quoi. Ouais, voilà. Tu l'as dit, c'est une des pires équipes de la ligue à 3 points. C'est aussi une équipe qui est très moyenne au lancer franc. Enfin voilà, l'attaque s'est pas améliorée alors que c'était un des enjeux de cette saison. La défense est pas au niveau de celle de la saison dernière. C'est un début de saison qui est vraiment raté. Et puis on va dire la vérité, qu'est-ce que ça joue mal. Oh là là là. Ah franchement, moi je suis dégoûté parce que moi Orlando c'est une des équipes que je voulais voir cette saison vraiment. Mais c'est une purge. Offensivement, c'est dégueulasse quoi.
quel billet on aurait mis sur le fait de kiffer plus les Bucks que le Magic en début de saison? Ah, moi, j'aurais pas mis ça, hein. Je pensais que ça allait être totalement l'inverse, qu'on allait avoir justement une bonne dynamique à Orlando. Et là, c'est pas ça. Et Paolo Banchero, j'ai pas envie de lui tomber dessus trop fort maintenant tout de suite, parce que c'est le début de saison et que l'an dernier, il nous avait fait, avant de se blesser, il était parti sur des bases complètement tarées. Ce joueur existe encore, j'ai envie de croire, mais Ouais, mais moi, vrai c'est l'identité de l'équipe, en fait. Et tu as raison sur Jamal Mosley. L'identité de l'équipe qu'avait imposé Jamal Mosley, ce sur quoi l'équipe se reposait, c'était cette défense de fer. Là, s'il n'y a rien qui va, si Banchero il cafouille son basket, si la défense ne suit pas, si Wagner, qui lui, est pour le coup, est valeureux parce qu'il a des stats complètement folles, euh, rien ne se passe, rien ne se concrétise. Si Desmond Bain reste à cette échelle de production, vu ce qu'ils ont fait, vu ce qu'ils ont donné pour le faire venir, mais Charlie, mais c'est un échec. énorme. C'est une catastrophe industrielle, quoi. Ouais. C'est énorme les sacrifices qu'ils ont fait pour le faire venir, ce gars-là. Et là, c'est pas du tout au niveau. C'est pas possible, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Et là, bon, alors, cette nuit, ils ont gagné contre Charlotte avec un très bon Anthony Black qui était titulaire à la place de Jalen Suggs, qui peut pas encore jouer les back-to-back, mais maintenant, il faut absolument enchaîner les victoires. Là, ils vont jouer Washington, ensuite ils jouent Atlanta, 2 fois Boston et Portland. Il faut absolument qu'ils enchaînent les victoires dans cette séquence, parce que sinon vraiment, je pense que Mosley va être de plus en plus menacé, et je serais vraiment pas étonné qu'il saute rapidement. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Puis voilà, battre Charlotte, bon, j'ai rien contre Charlotte, mais c'est pas du tout le niveau, c'est pas du tout le niveau du. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu perds Atlanta, Chicago, Philadelphie, Détroit, bon, tu perds quand même contre des équipes que tu étais censé dominer ou pour Détroit, regarder dans les yeux, quoi. Ouais, puis la manière, enfin c'est vrai, Largement tu même. prends plus de 130 points contre Philly et Ah non, mais Détroit, ça fait mal au ouais, crâne, hein, c'est... ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Et puis ouais, là t'as Washington qui arrive. Alors Washington, ils savent pas comment gagner des matchs encore, mais ça joue bien à Washington. Atlanta, après t'as 2 fois Boston. De Boston, faut se les coltiner, hein. Ils sont pénibles Boston quand ils s'y mettent. Ouais. On l'a bien vu. Donc ouais, écoute, voilà, le Magic, vraiment, Grosse vraiment déception pas de ce début content. de Ouais, saison. ouais, vraiment grosse déception et je m'attendais pas à ça, quoi. Franchement, pour ça que ces équipes surprises là, quand tu cites les Sixers et les Bucks comme des points positifs, même le Heat, et que derrière t'en arrives à dire que le Magic c'est naze, c'est que ça se passe vraiment très très mal. Bah ouais, c'est ça, c'est que dans les équipes qu'on attendait dominantes à l'Est, bah pour l'instant, il y a pas grand monde en fait. Alors, les Cavs et les Knicks sont pas dans une situation aussi préoccupante qu'Orlando, très loin de là, mais enfin, c'est pas les équipes les plus impressionnantes de l'Est pour l'instant, quoi. Non, non, ça se passe pas du tout comme on aurait pu s'y attendre, effectivement. Après, Euh, encore une fois, l'échantillon est tout petit, hein. Les Knicks, ils ont joué que ouais, 4 matchs, ouais, ouais, on va pas s'enflammer. ouais, t'as tout à fait raison. Mais il y a la manière aussi, et la manière est importante. Donc voilà. Et on n'a pas parlé des Spurs, oui. Oui, elle est surprenante cette équipe, mais c'est même plus surprenant là. Puis on avait parlé beaucoup de Wembanyama, on a parlé beaucoup des Spurs, donc je voulais éviter d'en parler, mais je voulais quand même souligner le fait que oui, les Spurs à 5 victoires, 0 défaites, les amis, on se régale. Ouais, On après, se régale absolument. Je ne manque aucun match de San Antonio. moi, si tu veux qu'on fasse un numéro par semaine sur Wembanyama et les Spurs, je suis très chaud, hein. Mais non, mais on va en parler parce que tu m'as parlé de De'Aaron Fox pendant les émissions d'avant la saison. Ça devient un sujet chaud bouillant. Je me demande ce qui passe par la tête de De'Aaron Fox quand il voit cette équipe. Et je me demande ce que le front office pense. Parce que quand tu vois un 5-0 avec cet effectif-là, et que tu as derrière De'Aaron Fox qui n'est pas encore arrivé, la pression sur Fox est colossale, Charlie. Ah, il a intérêt Oh quand il la revient, vache. il a intérêt à être performant. Si tu tapes 3 défaites consécutives avec Fox dans l'effectif, ça va être chaud. Et puis Dylan Harper et Stephen Castle, mais mon Dieu, mais Ouais.
comment c'est le délire absolu, c'est génial, j'en peux plus de regarder cette équipe jouer. Mais alors, si j'ai bien compris, apparemment, le projet, quand Fox revient, c'est de l'aligner sur le backcourt avec Dylan Harper. Donc moi, je me pose un peu la question de Stephen Castle, mais Ouais. bah, écoute, on va voir ce que ça donne. Ah, mais le sac de nœuds que ça peut être, cette histoire. Ouais. Alors, c'est des très bons problèmes à avoir, hein. 5-0, t'as des problèmes, cool. Vas-y, on va les Alors, régler c'est ensemble. des bons problèmes si De'Aaron Fox revient bien, parce que vu son contrat, si ça se passe pas bien quand il revient, ça sera pas un problème cool à gérer. Hein. Ouais, puis tu seras surtout obligé de le faire jouer si jamais t'es dans l'optique de le transférer. C'est qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir le montrer et puis dire, ah bah regardez, Fox, il a pas perdu, hein. Ça mérite au moins quelques pics de draft, ça. Ah, ça va être génial. On va en parler de toute façon, puisqu'à partir de la semaine prochaine, les chers auditeurs, nous passons officiellement aux 2 épisodes par semaine. Donc, on se retrouve mardi matin sur un épisode qui sera enregistré le lundi soir et le vendredi matin, un épisode qui sera enregistré le jeudi soir. C'est important parce que vous ne nous entendrez pas parler des matchs de la nuit qui se seront joués la nuit. Donc, soyez indulgents avec nous. Pensez-y quand vous écoutez le podcast. Parce que des fois, ça va pas manquer, mais on va parler de choses et il se sera passé des trucs de dingo la nuit. Et voilà, le matin, on n'enregistre pas ça à 4h du matin. Quoi. C'est sûr. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, avec plaisir. Encore un big up à Vincent et Adrien. Merci d'être des fidèles du podcast. Chers auditeurs, pareil pour vous. Merci de nous écouter chaque semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.